Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Hip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Bonjour et bienvenue à tous en ce lundi 16 janvier 2023 pour la 7e émission, si je ne dis pas de bêtises. Non, la 8e déjà émission du RIP Show pour la 14e semaine de NBA, si je ne dis pas de bêtises. Je m'excuse d'avance pour ma petite voix qui parle du nez parce que je suis malade. Je sais pas ce que j'ai chopé, un virus hivernal on va dire, donc je suis actuellement avec 2 morceaux de mouchoir dans le pif pour éviter de renifler et que ça vous fasse un son absolument dégueulasse. Mais malgré la maladie, j'essaye toujours de vous enregistrer un petit podcast de qualité, toujours seul, parce que Enzo n'est toujours pas revenu de son voyage de rêve à Portland. Je pense qu'il sera là la semaine prochaine en tout cas pour co-caster finalement cette émission. C'est toujours mieux quand on est deux. Et puis voilà, fini pour l'introduction. J'espère que vous allez bien, en tout cas, et que vous n'êtes pas trop malade. Et c'est parti pour faire finalement un petit résumé de cette 13 ou 14e semaine de... Je crois que c'est la 14e semaine de NBA. On commence comme d'habitude directement dans le vif du sujet avec l'Injury Report. Mais cette fois-ci, je me suis modernisé, donc vous allez directement voir, grâce à notre magnifique site ESPN, toutes les blessures. Et comme ça, ce sera plus visuel et plus simple pour vous, parce que vu qu'on n'est pas sur Spotify, c'est plus simple quand on est sur YouTube de mettre un visuel et que vous l'ayez quand même et que ça soit pas emmerdant. Donc on attaque directement avec les Hawks. Ils sont toujours privés de toute façon de Clint Capela et de Bogdan Bogdanovic, deux joueurs quand même relativement importants dans la rotation. Donc visiblement Bogdan s'est blessé cette semaine et donc il était out hier dans le match face aux Raptors. Petit problème au quadriceps, de toute façon c'est des blessures qui sont pas forcément, on va dire, qui les empêchent de jouer sur un mois, quoi, c'est temporaire. Et puis toujours ce problème avec Capela, comme vous le voyez, hein, toujours pas de date de retour, quoi. Donc c'est un peu gênant pour les Hawks quand on sait que malgré leur bonne semaine, hein, ils sont en 3-1 cette semaine, hein, sur 4 matchs, donc c'est plutôt pas mal, mais on sait que c'est problématique. On enchaîne rapidement avec les Celtics, pas forcément de plus d'informations, mais Jaylen Brown et Derrick White qui sont out, en tout cas qui étaient out à ces 2 dates. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, on est le 15. Kevin Durant, ça c'était la grosse news. Je sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière ou si c'est tombé un petit peu avant, mais donc Durant qui s'est pris, je sais plus, il s'est pris Jimmy Butler, je crois, dans la jambe, et qu'il a, du coup, il est, absent presque un mois, comme on peut le voir. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, hein, pour les Nets, qui, ça ne leur empêche pas quand même de faire une semaine en 1-1, mais c'est, presque un mois, comme vous voyez. Quand tu sais que c'est le franchise player de l'équipe, ça fait un peu mal. Côté Hornets, on avait appris il y a quelques semaines, donc Kelly Oubre et puis Gordon Hayward, petit souci à l'ischio-jambier, qui n'a pas joué hier face aux Celtics. Côté Bulls, du day-to-day sur les deux principaux joueurs que sont Zach LaVine et DeRozan. Et puis on a vu du Lonzo Ball claquer des tomards en workout, donc on espère que son retour se rapproche de plus en plus. Rien de bien dangereux du côté des Cavs. Problème à l'épaule pour le rookie des Cavs. Et puis problème à la cheville du côté de Dylan Windler. Côté Dallas, on a le team qui est en day-to-day, Christian Wood qui a un petit souci à la cheville. Et puis toujours pas de nouvelles de Maxi Kleber, qui était plutôt important dans la rotation. Côté Nuggets, on a le petit souci Jamal Murray en day-to-day, donc on sait que son retour est relativement compliqué de toute façon, qu'il avait été absent depuis de toute façon la bulle, il a toujours eu du mal à se remettre de ses blessures. Et donc un retour globalement je trouve réussi. C'est pas un des meilleurs retours de blessure, mais Jamal Murray qui n'est pas tout le temps là, mais on espère qu'il sera, en tout cas il est noté probable face
face au Magic ce soir, enfin hier du coup pour vous, en espérant qu'il pourra rejoindre les parquets. Côté Pistons, il y a quand même du beau monde qui est un petit peu blessé. Isaiah Stewart, je sais pas pourquoi je veux toujours dire Stewart, mais Isaiah Stewart, donc out avec Jalen Duren, donc les deux pivots qui ne sont pas là, donc ça a fait un petit trou, je crois, de toute façon dans la raquette. Et je sais pas s'ils ont joué hier, je vais aller vérifier, mais bon, côté Pistons, non, ils ont pas joué hier et ils vont jouer du coup ce soir, si je ne dis pas de bêtises, ouais, face aux Knicks. Donc pas forcément une bonne nouvelle quand on sait que c'est leur secteur intérieur de toute façon. Avec Marvin Bagley qui est au 4-5, pareil, il était out depuis le 5 janvier. Et puis le petit petit Boyan, cette fois-ci en day-to-day. Côté Warriors, rien de neuf. André Godala et Kuminga qui sont out. Kevin Porter Jr. aussi en day-to-day. Côté Indiana Pacers, Miles Turner et Tyrese Haliburton. Et puis Daniel Tice aussi, quand même des joueurs assez relativement importants qui sont out. On a vu aussi Tyrese Haliburton qui s'est fait une blessure au coude et au genou et qui va être, voilà, comme on peut le voir, qui va être réévalué dans 2 semaines. Et ça, c'est un petit coup dur pour les Pacers quand on sait qu'ils n'ont pas réalisé leur meilleure semaine. Ils étaient en 1-3 et que c'est relativement la bataille quand même à l'Est, même s'ils ont de la marge, hein, comme on peut le voir, je vais vous le montrer, mais ils ont de la marge. Ils sont en 23-21. Faudrait qu'ils perdent quand même 4-5 matchs pour passer hors du play-in. Mais bon, 2 semaines, ça fait. C'est pas énorme, mais ça fait aussi quand même du côté des Pacers quand on sait que c'est quand même. C'est quand même le chef d'orchestre de la rotation. Côté Clippers, sans commentaire. De toute façon, ils sont tous out un jour sur deux, donc c'est un peu les chaises musicales. Mais on peut voir, voilà, du Paul George qui était out, qui sera out d'ailleurs. C'était dimanche, mais ce sera ce soir pour moi. Luke Kennard aussi, du monde en day-to-day. Bon, sans commentaire. Côté Lakers, par contre, ça fait mal. Je sais pas si j'en avais parlé, mais peut-être. Mais bon, voilà, c'est deux larrons, Lonnie Walker et puis Austin Reeves qui sont out pour 2 semaines, donc ça fait mal à la rotation des Lakers. Beverley qui est malade, bon alors ça on s'en fout un peu tous. LeBron James toujours listé en day-to-day parce que le mec a 75 ans. Davis qui se rapproche de plus en plus des parquets, donc ça c'est une bonne nouvelle. Côté Grizzlies, Danny Green qui était out depuis juin et qui a commencé à faire des 5 contre 5, donc c'est plutôt pas mal, qui était au workout. Et puis Dylan Brooks et John Conchar qui sont listés out. Côté Miami, ouais, vous voyez, c'est la fête du slip. Il y a 3/4 de l'effectif qui est out, hein, donc c'est toujours le même problème. Côté Bucks, Giannis, ça serait bien qu'il se mette sur le banc de touche. On sait que c'est un petit peu dur pour le Titi, qui a, pour moi, qui est ces derniers temps, qui est plus trop dans la course au MVP. Alors c'est toujours un dossier sérieux, hein. Il peut remonter, il reste quand même la moitié de la saison, mais un peu moins de la moitié maintenant, mais on sait qu'il a eu un peu de mal et les Bucks font pas une belle semaine, ils sont 1-2 et puis globalement c'est relativement difficile de la part du côté de Milwaukee, quand on sait que Middleton, voilà, c'est toujours pareil aussi, un petit peu les chaises musicales, un coup il est sur le terrain, un coup il l'est pas. Et Giannis, on l'a vu très fatigué, faire des sous-performances. Je vais vous montrer ça, mais les Bucks sont toujours bien, on va de 7-16, mais Giannis, ça a soufflé un peu, vous voyez. Il a mis 7 points, 9 points, 22 points. On est clairement en dessous des standards de Monsieur Antetokounmpo, donc bon, rien de bien grave, mais je pense que c'est bien aussi de le mettre un petit peu sur le banc, tu as la marge. Côté Timberwolves, alors ça c'est un petit coup dur, même si je crois qu'ils ont gagné. Non, mais en fait je suis débile. Parce que là je suis en train de lire. Mais donc, je crois qu'ils ont affronté les Cavs. Du coup hier, laissez-moi vérifier. Ouais, donc Gobert qui s'est blessé dans le match face aux Cavs, mais une grosse victoire pour Minnesota qui signe une très très grosse semaine et qui se replace très très haut dans la conférence. Ils sont en train un peu de sauver leur saison. Là, ils sont 7e, ils sont à l'entrée des playoffs. Et quand on sait que Kat, s'il n'est pas déjà revenu, je crois qu'il était censé revenir, laissez-moi vérifier. Kat, est-ce qu'il était dans la rotation ? Tac, 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 tac. Non, mais il s'en rapproche de plus en plus, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont signé une grosse semaine en 3-1. Petit bémol, le Gobert qui s'est blessé dans le match. Donc on espère rien de bien grave, hein, c'est une blessure à l'aine. Donc voilà.
Et puis on va essayer d'enchaîner relativement rapidement. Mais du côté de New Orleans, rien de nouveau. Ingram qui est toujours pas revenu. Zion, bon, ça fait un moment, mais on sent que ça pêche un peu. Même si New Orleans signe une belle semaine en 2 victoires, une défaite. Côté OKC, pardonnez-moi, rien de neuf, en tout cas dans les grands cadres. De même pour Orlando, même si Jonathan Isaac se rapproche de plus en plus des parquets. Côté Philly, on a vu qu'il n'a pas joué hier, mais Tobias Harris était out dans le match d'hier. Et puis, il nous reste combien d'équipes? Oula, il nous reste quand même quelques équipes. Côté Suns, bah, c'est toujours la fête du slip. Hein. 3/4 de l'effectif qui est out, hein, comme on peut le voir. Cam Johnson, Cam Payne, Landry Shamet, Chris Paul, enfin, David Booker. On a du monde, quoi. Et puis côté Blazers, voilà, l'infirmerie se vide un tout petit peu. On a toujours alors Nasir Little, il va pas. Je pense pas qu'il va revenir. Il a commencé à se rapprocher des terrains, mais à l'entraînement. Mais bon, c'est difficile quand même pour c'est sa 3e année, je crois. Euh, L'ailier des Blazers. Et puis Justice Winslow qui manque un petit peu pour moi quand même. Ça serait bien qu'il revienne. Là, il va être absent il va revenir d'ici 2 semaines. Mais bon, on sent qu'il pêche un peu parce qu'il avait apporté quand même beaucoup de défense. On sait que Portland ont la capacité quand même de redonner un second souffle à plein de joueurs. On sent que le Titi, on aimerait bien qu'il fréquente les parquets du côté de Portland. Bon, même s'ils ont fait une grosse victoire hier face à Dallas, je pense qu'il fera du bien dans la rotation quand on sait que Portland s'est un petit peu effondré dans les standings. Côté Kings, pardon, Kevin Huerter qui est en day-to-day, donc lui c'est très important, faut pas qu'il soit out, surtout que les Kings ont fait une très belle semaine en 3-0. Côté Spurs, rien de bien nouveau. Côté Raptors non plus. Côté Jazz, des noms importants dans la rotation qui sont out. Ils n'ont pas joué hier d'ailleurs, tout simplement. Et puis on finit avec Washington. Washington avec rien de bien neuf non plus en termes de cadre, du day-to-day et puis des petits joueurs out à droite à gauche. Et puis donc toujours ce problème avec Bradley Beal qui est sur le retour finalement du rétablissement, mais qui a du mal un petit peu. Fini avec l'Injury Report, on enchaîne directement avec les trade rumors. Et il y a quand même un petit peu de... On sent que ça commence à s'activer, hein, tout simplement. Il commence à y avoir un petit peu de mouvement. On sait que la trade deadline approche. Hein. C'est début février, si je ne dis pas de bêtises. On a vu quand même des grandes révélations, entre guillemets. Enfin, en tout cas, du côté Lakers, on a vu que ça a commencé à se concrétiser avec Boyan. Les Lakers seraient prêts à lâcher du tour de draft, de toute façon, leur deux derniers tours de draft, pour du Boyan et du Nerlens Noel. C'est deux choses qui pourraient ne pas être débiles quand on sait que Boyan, voilà, c'est un gros sniper et c'est ce qui manque du côté des Lakers, de la dangerosité derrière l'arc. Et puis Nerlens Noel, ça peut être pas mal en complément à l'intérieur quand on sait que j'en parlais. Hein. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les Lakers, je vous la remets, mais la notion de hauteur est très importante et ça serait un trade plutôt intéressant. Nerlens Noel en 5 qui apporterait un petit peu de hauteur dans cette verticalité dans la raquette, et puis Boyan apporterait aussi de la taille et finalement un vrai poste 3 en complément de LeBron. Donc très bonne chose. On ne sait pas si ça va se faire, mais en tout cas moi je dis oui. De toute façon, au vu de la gueule de la saison des Lakers, c'est pas une mauvaise chose. Ensuite, toujours l'éternel John Collins qui visiblement il est en train de faire ses bagages, hein, parce que là ça commence à être très très sérieux. Il y a beaucoup de monde qui est intéressé par le gamin. On a entendu du Malik Beasley et du Vanderbilt qui partiraient pour lui, donc John Collins au Jazz. Je suis pas sûr que ça soit une très... Enfin, j'en sais trop rien en réalité, parce que c'est vrai que Vanderbilt et Beasley, euh, ils sont pas si mauvais que ça, mais disons que faudrait pas que Collins et Markkanen se marchent sur les pieds. Alors on sait qu'ils sont pas tout à fait au même poste, même si cette saison quand même Markkanen il joue plus 4 que 3, mais ça pourrait peut-être permettre au Jazz d'être un peu plus compétitif et finalement de ne pas chercher à tanker cette saison. On a vu aussi que le Jazz, on parlait du Jazz, mais le Jazz veut vraiment garder Lauri Markkanen et Walker Kessler. Walker Kessler qui est le rookie et qui fait une très très belle saison. On a vu aussi que les Pacers sont branlés un petit peu de Chris Duarte, donc quand ils s'en branlent, j'exagère un peu, mais ils sont complètement open, pardonnez-moi, complètement open à lâcher Chris finalement dans un trade.
Les Wizards, on a vu aussi que les Wizards étaient intéressés finalement pour re-signer Kyle Kuzma. Bon, c'est un peu pareil, hein, ça change d'avis comme de chemise. On sait qu'il y a quelques semaines, ça parlait de Kyle Kuzma pour John Collins. Enfin, on cherchait à le trade et puis finalement, là, on veut le re-signer. Donc, bon, est-ce que c'est hypocrisie? Est-ce que finalement, vu qu'il n'est pas parti, est-ce qu'on veut le re-signer? Bon, c'est un petit peu bizarre tout ça. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient intéressées autour de Miles Turner s'il ne re-signait pas avec les Pacers. Donc on a vu du Raptors, du Clippers, du Knicks qui étaient intéressés par le profil. Et c'est vrai que on voit que c'est des équipes qui sont en capacité de lui filer quand même un gros pactole de fric, notamment les Knicks ou les Clippers. Et je dois dire que du côté Clippers, avoir un Miles Turner, ça serait pas déconnant du tout. En termes de line-up, même si bon, les Clippers sont quand même une line-up indécente. On a vu aussi côté Kings que Richaun Holmes était complètement dispo était mis sur le marché du côté Kings. Quand on sait que les Kings, pareil, je le disais, mais ils ont signé une très belle semaine, ils se replacent en 4e position, donc c'est fort quand même de la part de la franchise californienne. Se renforcer n'est pas débile. Même si Richaun Holmes, c'est pas le pire des joueurs, mais disons que c'est pas non plus le meilleur. Et je crois qu'il a un gros contrat en plus. Donc se débarrasser, entre guillemets, d'un joueur, en tout cas le mettre sur le marché pour un trade, ça serait pas débile. Je regarde juste les stats de Richaun Holmes. Ouais, c'est pas la folie furieuse. Et je crois qu'il a un gros contrat en plus. Mais ouais, c'est 10 minutes par match à 3 points, quoi. Donc, c'est sortie de banc plus. Et pour finir sur les trade rumors, on a vu aussi que Nikola Vucevic était intéressé pour un potentiel retour à Orlando. Donc, dossier à suivre quand on sait que Orlando est plutôt sur une volonté de reconstruire sa franchise. Et ils font pas non plus un truc dégueulasse, hein. Je veux dire, ils sont qu'à 3 défaites, 3 victoires du play-in, hein. C'est pas non plus affreux, hein. Orlando a totalement les ressources pour aller chercher une place en play-in. Bon, même s'il y a des équipes un peu mieux construites qui ont plus leur chance que eux, mais bon, un Vucevic de retour à Orlando, je suis pas non plus client à fond, dans le sens où les Bulls s'étaient débarrassés de Wendell Carter Jr. Pour récupérer du Vucevic et monter une super team. Récupérer un Vucevic finalement avec le gars que t'as trade, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée du côté du Magic de reprendre Vucevic. Alors est-ce que ce serait le reprendre à moindre coût? À voir, mais bon. Et puis pour finir, la décla qui a été validée par un insider des Lakers, c'est que LeBron James voudrait finir sa carrière aux Lakers, malgré le fait qu'il y ait quand même plein d'équipes qui sont déjà préparées à proposer un trade package à la fin de la saison si LeBron James ne va pas en playoff ou si la saison ne l'a pas satisfait. Donc c'est rassurant du côté Lakers, entre guillemets, en se disant bon, LeBron James veut quand même finir sa carrière même s'il a un GM qui est un peintre, mais d'un autre côté tu te dis bon, c'est vrai que voilà quoi, il a quand même fait une décla. Est-ce que c'était pour booster son équipe ou pas? Mais bon, il a fait quand même une décla un peu limite. Voilà, fini pour les trade rumors. Et on termine cette grosse séquence des big news, comme on l'avait appelé au début du podcast, au début de l'émission, avec l'action de la semaine, qui sera tout simplement le dunk de Ja Morant. Je sais plus sur quel joueur, je suis désolé, parce qu'il a mis un nombre incalculable de mixtapes cette semaine, donc je sais pas encore quel dunk je vais mettre, parce qu'encore hier, il a mis un bloc phénoménal. Mais en tout cas, ça sera du Ja Morant pour l'action de la semaine. Je verrai au montage ce que je vais mettre, mais voilà. Morant against McConnell. Pick and roll. Morant. Oh, my word! Holy cow! On enchaîne avec notre
Alors je compte plus maintenant les rubriques, mais notre rubrique qui est le bilan de la ligue sur la semaine. Étant donné qu'il n'y a pas Enzo la semaine dernière, j'avais fait les plus, les moins, à l'est, à l'ouest, etc. tout seul. Là, étant donné que je suis un peu malade et qu'il n'y a pas Enzo, je vais plutôt faire on va dire une synthèse globale, générale de la ligue sur cette semaine, en prenant équipe par équipe. Donc on va commencer avec la conférence Est. Alors à l'Est, globalement dans les bas de classement, ça n'a pas trop bougé plus que ça. On a juste eu, de toute façon c'est les chaises musicales entre les Pistons et les Hornets. Là ils ont inversé leur place parce que les Pistons ont gagné un match sur les 4 derniers et Charlotte a perdu les 4 matchs. Côté Orlando, une petite semaine en une victoire, 2 défaites, qui finalement ont largement pris de l'avance sur leurs concurrents de fond de classement et pourraient même prétendre, comme je le disais précédemment, à une place en play-in, parce que je vous le rappelle, vous voyez, là il n'y a que 3 victoires d'écart entre les Bulls et le Magic. Donc le Magic pourrait clairement prétendre, s'ils ne veulent pas tanker et récupérer un bon pick, mais ils pourraient clairement prétendre à réclamer une place en play-in s'ils s'activaient. Alors il y a des équipes qui sont un peu plus construites, comme je vous le disais, les Washington Wizards, les Toronto Raptors ou Chicago Bulls sont un petit peu mieux construites, donc ça m'étonnerait, mais voilà, d'ailleurs en parlant de Wizards et de Raptors, les places se sont interverties également, les Raptors ont signé une meilleure semaine, 3 victoires, 1 défaite, pour rattraper un petit peu l'hécatombe de ces dernières semaines. Côté Bulls, et Atlanta, la même chose. Les places se sont interverties. Atlanta a signé une belle semaine en 3-1, contrairement aux Bulls qui, eux, font une semaine un peu cata en 0-3. Ensuite, de toute façon, là, j'ai l'impression que ça a été les chaises musicales à droite et à gauche. Mais Indiana et Miami ont interverti également leur place. Miami signant une très belle semaine en 3-1, quant à Indiana fait une semaine en 1-3. Donc les inverses. De toute façon, entre eux et eux, ils sont tous intervertis d'une place. Pas de grands changements. Les Knicks maintiennent leur place en play-off. 24-19, très solide, une semaine en 2 victoires, 1 défaite. Et la surprise, c'est Philadelphie qui, rentre dans le top 4. Après un début de saison catastrophique, très difficile, hors de nos attentes. Moi, je rappelle, je les avais mis premiers de l'Est. Ils sont totalement éligibles à cette position, même si j'ai l'impression que les Celtics ont un peu plus d'avance. Philly, c'est une semaine en 3 victoires, 1 défaite, contrairement à Cleveland, à l'équilibre, qui sur 4 matchs est en 2-2, ce qui permet à Philadelphie finalement de prendre le pas sur la franchise de l'Ohio. Et puis le top 3 n'a pas réellement changé. Brooklyn et Milwaukee sont toujours au coude à coude, même nombre de défaites, juste un peu plus même nombre de victoires, mais juste un peu plus de défaites pour les Bucks. Et puis les Celtics qui signent une énorme semaine en 4-0, alors qu'ils ont affronté quand même du beau monde. On va regarder ça. On va affronter Charlotte, Brooklyn, New Orleans et Chicago. Donc ces équipes-là, c'est pas des mauvaises équipes. Et là, ils sont sur une série de victoires de 6, si je ne dis pas de bêtises. 6, si je sais bien compter. Ouais, 2, 4, 6. Ouais. Et là, en plus, ils réaffrontent Charlotte. Donc, bon, ils peuvent être sur une série de 7 victoires. Du côté de l'Ouest, par contre, ça a plutôt bougé. Ça a même bien bougé, ça fait plaisir. De toute façon, vous le voyez en termes de positionnement, là, il y a presque 8 équipes, 2, 4, 6... Il y a 8 équipes qui sont dans un mouchoir de poche. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a réellement 2 victoires d'écart entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors. Ce qui est ridicule, c'est microscopique. Et ça annonce du gros pour la suite de toute façon, parce que là il va y avoir une bataille entre le 6e et le 13e qui va être monumentale, parce que là je pense que personne n'est capable de dire qui sera en play-off et qui ne sera pas en play-off actuellement en ce lundi 16 janvier 2023, parce que c'est serré mais d'une façon, et ça change du jour au lendemain, vous allez le voir. Le top 3 à l'ouest, lui, change toujours pas.
On a vu que les 3 premiers ont une longueur d'avance sur le reste, et déjà les 2 premiers, ex-aequo, Denver et Memphis, ont également une longueur d'avance sur les Pels. Denver et Memphis signent une semaine sans défaite, avec des grosses winning streaks. Vous le voyez, 9 victoires d'affilée pour les Grizzlies contre 5 pour les Nuggets. New Orleans, sans Zion et sans Ingram, avec un très beau CJ McCollum, arrive à tenir la baraque, une semaine en 2 victoires, une défaite. Et là, entre les Kings et les Mavs, ça switch un petit peu. Les Kings, qui avaient fait une semaine très difficile la semaine dernière, font une semaine en 3-0, emmené par un gros Domantas Sabonis. Il fait un travail monumental dans la raquette, et je suis très content pour les Kings, parce que là ils assoient encore plus leur place en playoff, donc c'est fantastique pour la franchise californienne. Et puis Dallas, alors ils devraient être en losing streak de 4. Ils se sont fait éclater hier par Portland, mais ils auraient dû perdre face aux Lakers. Mais bon, les arbitres n'étaient pas de ce même avis, malgré des fautes de boucher dans la raquette. Mais bon, c'est comme ça, il faut pas non plus se plaindre. Dallas, qui fait une semaine en 1-3, mais qui aurait plus dû être en 0-4, et qui sont en 24-20. Je vais boire un coup. On enchaîne avec... donc là, ça a énormément bougé par rapport à la semaine dernière. Mais les Warriors ont pris 3 places en signant une semaine uniquement en 1 victoire, 1 défaite. Donc en étant à l'équilibre, les Warriors passent de 9e à 6e. Les Wolves, comme je parlais précédemment, font une grosse semaine en 3 victoires, 1 défaite. Ils étaient 11e, ils passent 7e, donc plus 4. Les Clippers, en étant 1 victoire, 2 défaites, perdent 3 places. Ils étaient 6e, ils perdent 2 places, pardon. Ils étaient 6e, ils sont 8e. Le Jazz prend une place en étant à l'équilibre, 2 victoires, 2 défaites. Phoenix continue cette descente aux enfers de 1 victoire, 3 défaites. Ils perdent 3 places, ils étaient 7e, ils sont 10e. Portland également perd 3 places, ils étaient 8e, ils sont 11e. Et ils signent une semaine en 1-3 avec une grosse victoire hier importante face à Dallas. OKC est en 3-1 et prennent une place, et les Lakers sont en 0-2, et San Antonio et Houston sont en 0-3 et 0-3. Donc les Lakers perdent une place, et le Thunder prend une place, vous le voyez. C'est ridiculement close, franchement. Là, on n'est pas à l'abri que, par exemple, les Lakers fassent 3 victoires d'affilée et qu'ils soient 8e, quoi. On en est là. Donc très fort. Là, les Lakers, en plus, pour être en 20-22, et en étant en 20-22, ils seront au même niveau que Portland. C'est pour vous dire. Donc tout peut changer très rapidement. Donc faut garder un œil sur la conférence, pour moi, la plus intéressante, est la conférence Ouest, même si, pour moi, le champion de cette année sera probablement à l'Est. Il y a les 5 premières équipes sont très fortes. C'est simple, les 5 premières équipes sont au même niveau que les 3 premières, quoi. Globalement, vous le voyez en termes de bilan. Bon, même si Denver et Memphis sont devant ces deux-là, mais vous le voyez, les 5 premières, elles sont devant le 3e de l'Ouest. Donc c'est pour dire. Et après, là, on a un niveau très proche. Même ici, vous le voyez, Sacramento est à 23 victoires, Los Angeles est à 19. Il n'y a que 4. Il n'y a que 4 victoires d'écart entre les deux. Bon, après, c'est un peu plus dense, vous voyez, 5,5, et là, ils sont à 10. Mais c'est ridiculement serré, et c'est passionnant. Donc vraiment, il faut suivre, parce que moi, en étant fan des Lakers, et Enzo étant fan des Blazers, là, on est hors play-in, mais tout est possible, et c'est ce qui donne de l'espoir, parce que je pense que la saison va être aussi serrée jusqu'à la fin. Je ne vois pas avoir des écarts monumentaux entre toutes les équipes, et c'est très chouette. Et pour le coup, le play-in ici peut prendre son sens, parce que les équipes sont toutes très proches, alors que le play-in, par exemple, de la saison dernière n'avait foutrement aucun sens. C'est-à-dire que les équipes étaient à des années-lumière. Je veux dire, les Clippers avaient littéralement 6 victoires d'avance sur New Orleans, donc il n'y avait aucune raison que
que le sort soit inversé. Donc non, là, le play-in prend du sens. Je pense qu'il prend aussi du sens parce qu'il existe et que du coup les équipes sont plus tendues et ont plus d'espoir et restent compétitives malgré par exemple une place potentiellement hors playoff, en étant 9, 10, 11e, voire même 12e. En fait, ces places-là prennent de la valeur dans le sens où tu peux rester compétitif. Donc voilà. Fini pour le bilan de la Ligue sur cette 14e semaine de NBA. Ça nous permet d'enchaîner avec, selon moi, le meilleur joueur de la semaine, le joueur finalement de la semaine à l'Est et à l'Ouest. Côté Est, j'ai choisi de sélectionner Joel Embiid, tout simplement parce que Philadelphie fait une grosse semaine. En prenant cette place, pour moi, ça reste symbolique dans cette course effrénée de Joel Embiid pour essayer de gratter une place du MVP et puis même d'asseoir cette position de domination de Philadelphie dans la conférence Est, parce que c'est vrai qu'ils ont été très longtemps en train de courir dans cette première moitié de saison après une place en play-off, et là en se positionnant quatrième de l'Est, ça reste symbolique. Et j'ai mis Joel Embiid qui signe une grosse semaine, comme vous pouvez le voir. Hop, je vous le mets à l'écran. Une semaine, sur ces 4 derniers matchs, il est monumental. Il a en 34,5 points de moyenne, 9,75 rebonds, 3,3 assists, 1,6 blocs, à 57% au field goal et à 41% derrière la ligne à 3 points. Donc c'est une moyenne de tous ces matchs-là. Et par exemple, ce match-là, il est à 36 points en 24 minutes. Et là, il a 30 points en 28 minutes. C'est juste monumental. Il est très adroit. Là, c'est sur son volume de tir. Alors, c'est un pivot, mais on sait qu'il aime bien prendre de la distance. Et également ici, il est parfait. Et puis, il a une adresse au lancer franc, 100%, 100%, 100%. Et là, il est juste il en loupe que 3. Ça prend des rebonds. Ça fait pas forcément des passes, mais il est incroyable. Là, il est incroyable et vous voyez, pour moi, son match référence, c'est celui-ci. Il a 36 de plus-minus en 24 minutes. C'est énorme. Donc, Joel Embiid, toujours en train de courir après son premier titre de MVP. Pour moi, il n'est pas dans la course. La course a même bien changé. Et globalement, au vu de ces dernières semaines, on en parlera la semaine prochaine pour faire un retour finalement sur cette récompense avec Enzo, s'il est de retour. Mais pour moi, c'est plutôt un Serbe et un Slovène qui sont en train de courir après. Un pour faire le triplé historique et puis l'autre pour récupérer son premier. Donc voilà. J'étais à l'Est, et je vais aller à l'Ouest pour mon joueur de la semaine. Mon joueur de la semaine, ça va être Ja Morant. Ja Morant fait une grosse semaine globalement. Donc là, c'est pareil, c'est ses statistiques sur les 4 derniers matchs. Memphis est en 4 victoires pour 0 défaite sur cette semaine. Et Ja Morant est XXL. Alors, pour moi, c'est une machine à highlight, mais c'est aussi un gros joueur très très important dans la rotation. On avait vu en début de saison que Ja Morant, ça gagne moins quand il n'y a pas Desmond Bane, etc. Mais la preuve en est, il est capable de se débrouiller accompagné ou seul. Et une semaine en 29,5 points, 3,5 rebonds et 7 assists à 51% au field goal. Ça paraît, moi j'ai l'impression cette saison et puis même les autres saisons que parfois quand t'as des joueurs de la semaine qui sont en dessous des 30 points, c'est ridicule, mais bon voilà, quand même 29 points, 3 rebonds, 7 assists, c'est une saison, c'est une semaine de MVP. Et puis même vous voyez ses stats sur la saison, tu retournes il y a 10 ans en arrière, LeBron il avait des MVP quand il avait 26 points par match. Donc et ça va peut-être être le cas de Jokic si c'est lui le MVP, parce que Jokic il a pas forcément plus ou tant de points par match que ça. Mais ouais, Ja Morant, les Grizzlies sont très très bien. Sont deuxième ex aequo, ils pourraient même être premiers comme vous pouvez le voir. Ils sont tous les deux à 29-13. Et ils sont juste monumentaux. Les deux équipes sont monumentales. Et puis Ja Morant sur la semaine est incroyable. Il a été en action de la semaine. Et puis
c'est des dunks, ça monte, il y a de la vivacité, il y a du hustle, enfin, très très impressionnant. Fini pour les joueurs de la semaine, ça nous permet d'enquiller directement sur le joueur exotique de la semaine, Exotic Player of the Week en anglais. Et là, j'ai choisi deux gros joueurs finalement, un éligible en tant que All-Star et l'autre éligible en tant que 6e homme de l'année. Je commence directement, j'étais à l'ouest donc je vais rester à l'ouest et je veux parler de monsieur Domantas Sabonis. Monsieur Domantas Sabonis nous fait une saison déjà XXL, mais il nous fait également une semaine. Alors ça pourrait limite être le joueur de la semaine, parce que les Kings sont en 3 victoires, 0 défaites et ils passent 4e de la conférence Ouest. Mais il nous fait une semaine en triple-double. Je vous dis les stats, 18,6 points, 13 rebonds, 11 assists, à 53% au field goal. C'est énorme. Voilà. Rien que hier, dans la victoire face à Houston, il est à 19 points, 15 rebonds, 16 assists, 2 steals, 2 blocs. Il est incroyable. Il est juste déjà, premièrement, ultra important dans la rotation des Kings et c'est un artisan, si ce n'est l'artisan principal pour moi de la victoire des Kings. Alors ils ont une très belle équipe, ils ont un grand Aaron Fox, un très très grand Kevin Huerter, mais dans le secteur intérieur c'est lui le patron. C'est pas non plus il fait 2m16. Attendez, je découvre quelque chose, mais pour moi Sabonis c'était tout petit. Il fait 2m16. Mais je débarque, hein. Alors excusez-moi, c'est une aparté, pour moi il faisait moins de 2m10, mais comme quoi on en apprend tous les jours, mais c'est le patron dans cette raquette, et puis il se mue cette saison en passeur, en grand passeur. La faire 16 assists pour un pivot, c'est digne de Jokic, et il fait qu'augmenter ses statistiques, hein. On peut le voir du côté de la passe, il a fait une saison à presque 7 passes quand il était à Indiana, et là, formidable quoi. 7 assists par match, 12 rebonds, 19 points, et puis sa semaine, elle parle d'elle-même, hein. C'est beaucoup d'adresses sur un volume de tirs plutôt faible, une dizaine de tirs par match, globalement. Enfin, un peu plutôt une douzaine de tirs par match, beaucoup d'adresses, et puis un impact sur les autres lignes statistiques. Donc Sabonis, Exotic Player of the Week, parce que trop fort. Mais par contre, 2m16, je suis surpris. Et côté Est, je parlais d'un candidat, si ce n'est même le futur Six Man of the Year, 6e homme de l'année, monsieur Malcolm Brogdon, qui nous fait une grosse semaine. Il est à 19,25 points, 4,75 rebonds, et 3 assists à 53% au field goal et à 49% à 3 points. C'est énorme, hein. Avoir cette adresse, avoir la même adresse que Sabonis alors que c'est un meneur de jeu, c'est-à-dire qu'il a 11 sur 17, 7 sur 13, 16 sur 11. Il joue en temps normal, à part le match hier face à Charlotte, parce qu'il n'y avait pas Jaylen Brown, si je dis pas de bêtises, où là il plante 30 pions en 31 minutes, où là c'est logique. Il a un volume de minutes relativement faible. Vous voyez, 20 minutes, 22 minutes, 26 minutes. Bon, 26 minutes en tant que 6e homme, c'est relativement classique, hein. Mais il a un volume de tir bas et il est efficace, mais comme pas possible, quoi. 54%, 63%. C'est juste XXL et pour moi, c'est tellement un plus pour les Celtics d'avoir un gars comme lui, adroit, juste. Alors, il fait pas tant de passes que ça. On peut le voir. Puis même sur la saison, 3,8 passes. Il prend plus de rebonds qu'il fait de passes alors que c'est un meneur. Mais il a jamais été réputé pour ça de toute façon, Malcolm Brogdon, hein, vous allez voir en carrière. C'est pas non plus un gros passeur. Alors, il avait une grosse saison à Indiana, juste avant l'arrivée de Tyrese, mais globalement vous voyez quand il était à Milwaukee, quand il était en sortie de banc, même si je crois qu'il a quand même été pas mal dans le 5 majeur à un moment. Alors il y avait ça se bataillait avec du Bledsoe, du George Hill, etc. Il était plus des fois 1-2, ça se bataillait, mais globalement ça n'a jamais été un énorme passeur, mais ça n'empêche pas que ce qu'il apporte aux Celtics c'est monumental, et donc c'est pour ça que notamment avec hier soir cette performance à 30 points, à 11 sur 17 au tir, à 4 sur 6 à 3 points et à 4 sur 4 au lancer franc, c'est pourquoi je le mets en joueur de Exotic Player of the Week, tout simplement. Fini pour cette petite séquence, et bien j'enchaîne avec la
TTFL tout simplement. Le point sur la TTFL qui est un peu une fraude, hein. Ça fait 2 semaines que je suis complètement dans les choux. Je vous le rappelle, il y a 2 semaines j'étais top 300. Là je suis à la sortie du top 2000 tout simplement. Je suis 1886e et j'ai fait 2 no-picks cette semaine. Euh, la semaine dernière la semaine dernière, je vous le rappelle, j'avais commencé très fort avec un Luka Doncic, j'avais fait un no-pick, enfin Shai avait été out et après j'avais pris du Paul George, etc. Puis j'avais fait une petite fin de semaine. Là, tout simplement, j'oublie de pique parce que j'étais clairement en soirée. Et puis hier, parce que j'avais pas vu que ça fermait à 19h. Donc semaine difficile, j'espère me rattraper donc avec Monsieur Sabonis ce soir face à San Antonio. Normalement, il devrait avoir la marge pour performer. Mais donc voilà, TTFL un peu difficile. Je vais essayer de me rattraper parce que c'est vrai que j'avoue là, 1886e, ça fait un peu chier quoi. Je veux dire, perdu 1500 places en 2 semaines, ça se reprend vite. Rentrer dans le top 1000, globalement, ça se fait relativement facilement. Après, c'est plutôt un travail de longue haleine pour prendre des places dans le top 1000, mais bon. Trêve de bavardage, fini sur ce point sur la TTFL et on va finir tout simplement cette émission avec la question fatidique que je vais me poser à moi-même. Je vais essayer de synthétiser parce que cette semaine j'ai quand même fait une vidéo d'1h30 sur le bilan de mi-saison des Lakers, mais globalement pour parler un petit peu de ces Lakers, cette semaine il n'y a pas grand chose à dire. Ils avaient perdu logiquement face à Denver parce qu'il y avait peu de monde, comme vous le voyez. Hein, je vais remettre le calendrier. Hop, tac. On avait enchaîné une série de 5 victoires un petit peu miraculeuses qui nous avaient rapprochés du play-in et qui nous ont quand même très bien rapprochés du play-in. Hein. Je veux dire, même si là on n'est que, comme vous pouvez le voir, on est en 19-23. Je veux dire, il suffit de 2 victoires pour être dans le play-in. Donc c'est pas dramatique, il y a rien de bien grave. Ceci étant dit, cette victoire face à Denver était logique, hein. On avait, si vous voyez notre rotation, voilà, on a eu du Thomas Bryant en 5, du Toscano Anderson et du Max Christie en 4 et en 3, et du Bev et du Schroeder en back courte. Et après en sortie de banc, on a toujours notre Russell Westbrook qui est relativement juste ces derniers temps, avec du Nunn, du Sterling Brown, du Cole, enfin bref, il y avait eu tout le monde qui avait joué, il y avait même du Cole Swider et du Scottie Pippen, c'est pour vous dire. Parce que il y avait ni Anthony Davis, ni Lonnie Walker, ni LeBron, ni Troy Brown, ni Austin Reeves. Donc normalement c'est des gars qui sont censés nous former un 5 majeur, donc il y avait personne face à Denver. Et puis il y a eu cette défaite très difficile en double overtime face à Dallas, que je qualifierais d'injuste, tout simplement parce qu'il y a eu 2 énormes fautes qui ont été commises, respectivement à la fin du temps réglementaire sur Troy Brown à 3 points, de la part de... Je sais plus qui a fait la faute, je crois que c'est Hardaway Junior qui fait une faute monumentale. Et puis une faute sur LeBron James à la fin du premier overtime qui nous coûte la victoire, tout simplement. C'est un peu dégueulasse comme défaite, hein, je dois vous l'avouer, ça fait mal au cœur. Parce que je pense qu'on méritait de la prendre. On s'était fait dominer pendant longtemps, on était presque à moins 19 je crois, si je dis pas de bêtises, et puis on revient comme on sait très bien le faire, revenir dans le match, être chiant, passer devant au score, etc. Et puis il y a ce tir à 3 points que Luka Doncic nous colle, et puis Troy Brown prend le shoot de la gagne, et il se fait arracher la main. Enfin, c'est pas méchant, mais il se fait taper dans la main, donc c'est une faute, mais elle est pas sifflée. Donc ça nous aurait fait 3 lancers, donc assurément la victoire. Et puis après LeBron James sur un drive qui monte au panier, et il se prend vraiment un coup de coude par Christian Wood, et qui l'empêche de monter au panier. Après ça compte comme un bloc parce que Christian Wood a le bras suffisamment long pour le contrer. Mais donc un petit match volé. Après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on n'a pas non plus la meilleure équipe pour le coup, donc ça fait un peu chier. On a eu un LeBron James après très très crado, et puis globalement un pourcentage à 3 points, 10 sur 41, c'est énorme, et c'est toujours le problème des Lakers de prendre beaucoup trop de tirs à 3 points, alors qu'on n'est pas une équipe qui est à droite à 3 points. LeBron James même qui prend 3 tirs en fin de match, alors qu'il est à 0 sur 5, il prend 2 tirs bien trop importants qu'il n'aurait pas dû prendre. Il a 9 sur 28, il fait un match affreux, hein, même si il prend du rebond, il fait des passes, mais c'est parce qu'il y a eu
Il y a eu 2 overtime, hein. Le match il a duré 58 minutes, donc c'est normal aussi. Mais, voilà, les Lakers, pas grand chose à dire, hein. Ils ont eu que 2 petits matchs cette semaine. Ils sont pas loin, ils allaient bien globalement, hein. Comme je le disais dans la vidéo, ils vont bien. Après, est-ce que ça va aller plus loin que ça? On espère. Ils ont un calendrier qui est 50-50, je dirais. C'était une victoire qu'il fallait prendre face à Dallas. Après, on va affronter Philly. Bon, Houston, ça peut être un match relativement cadeau. Et puis après, bon, on affronte du Sacramento, du Memphis, du Portland, du Clippers, du San Antonio. Donc il y a des matchs bons à prendre dedans. C'était notre 13e semaine de NBA. J'avais dit 14e, mais c'était la 13e semaine de NBA, pardon. Et, et voilà, mais les Lakers vont. C'est du haut et du bas. Là, je dirais qu'on est plutôt dans un creux de vague, en espérant qu'on va remonter, notamment face à Houston, je pense, plus, pour essayer d'accrocher une place en play-in et pas être décroché dans cette course, hein, finalement, parce qu'on peut être vite décroché, hein. Oklahoma City, ils sont en série de victoires, ils étaient en 18-23, ils étaient derrière nous et puis ils repassent vite devant nous. Donc tout va très vite à l'ouest, donc il faudrait pas se voir décrocher, surtout qu'on attend impatiemment le retour d'AD dans les jours qui arrivent. Je dirais plutôt une semaine, mais lui, on sent qu'il a très envie, qu'il pousse un petit peu le front office à ce qu'il rejoigne le terrain, mais bon, visiblement, on préfère choisir la sagesse, ce qui est rare chez les Lakers, et d'attendre un petit peu, mais bon, voilà comment vont les Lakers. Et puis tout simplement, c'est déjà la fin de cette émission. Alors je sais pas combien de temps elle va durer. 48 minutes, un peu moins de 45 minutes. Merci tout simplement d'avoir été présent pour cette émission. Je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve probablement la semaine prochaine avec un Enzo en forme, avec plein de choses à raconter, parce que ça aura fait presque 3 semaines qu'il n'était pas là. Et puis tout simplement, je vous souhaite de passer une très belle soirée, embrassez vos proches, et puis allez vous faire foutre. Voilà, allez, on vous embrasse. Enzo n'est pas là, mais vous embrasse par la pensée. Et puis on vous souhaite de passer une très belle soirée. Ciao!